revient le difficile exercice de tirer une première conclusion de ces 2 journées du 3e carrefour du MT Innoplan 2. Je ne vais pas vous dérouler à nouveau le programme, mais je vous proposerai plutôt quelques commentaires ou des réflexions que m'ont inspiré les présentations de grande qualité qui nous ont été offertes par tous les intervenants. Alors tout d'abord, je dresserai un premier constat sur la structure, c'est cette UMT Innoplan 2 entre la FN3PT et 9-3PT et l'INRA-IGEP. C'est pour moi emblématique d'un partenariat réussi de recherche publique-privée. Une recherche publique française dont la mission est la production de nouvelles connaissances et une R&D privée finalisée portée par les professionnels de la filière du plant de pommes de terre. Chacun fait ce qu'il doit et ce qu'il sait faire et ensemble, ils y trouvent des avantages mutuels. Je pense que vous l'aurez vu. Pour la recherche publique, un canal de valorisation, ces travaux, et pour la R&D des professionnels du plant de pommes de terre, l'accès aux meilleures connaissances scientifiques du moment. Alors ce souci de l'efficacité de la recherche-développement, je pense que nous l'avons constaté aussi à travers certains des projets en collaboration européenne qui ont été mentionnés. Et je voulais faire un petit éclairage sur cet aspect-là. Dans ce cadre-là, on peut aussi parler de coopétition. C'est un néologisme dont il est facile d'identifier les origines, hein, coopération et compétition. Et la coopétition, c'est une stratégie d'alliance entre des compétiteurs pour accéder à des parts de marché supplémentaires ou, dans le cas de la recherche, pour lever des verrous bloquants particulièrement importants. Donc on peut se poser la question, est-ce que finalement une avance scientifique peut-elle constituer durablement un avantage commercial exclusif pour un acteur? Moi je dirais aujourd'hui que l'ampleur des questions scientifiques à traiter, on l'a vu, hein, elles sont souvent communes à plusieurs pays. On a eu des interventions de collaborateurs et de collègues belges notamment, plaident en faveur de ce type d'approche de coopétition. Je dirais que la compétition commerciale elle reprendra ensuite ses droits, mais sur des marchés élargis. Et ne vaut-il pas mieux finalement partager un gros gâteau à plusieurs plutôt que d'avoir un petit gâteau pour soi, libre à chacun de se prononcer. J'ai une interrogation concernant les pratiques d'agroécologie qui nous ont été présentées. Donc les intervenants ont tous souligné qu'il s'agit de modifications profondes, hein, de modes de production. Je pense qu'il y a un challenge très probablement qui va apparaître, celui qui concerne les parasites émergents ou réémergents. Est-ce qu'ils ne vont pas bousculer l'objectif de production sans phyto? En effet, leur vitesse de dispersion, ainsi que leur arrivée de plus en plus fréquente et inopinée dans des agrosystèmes, je dirais, naïfs, au sens du système immunologique animal, constitue probablement un sujet difficile et qui amènera à peser les meilleures solutions possibles en termes de temps de réponse. Et du coup, les travaux d'épidémiosurveillance qui nous ont été présentés apparaissent dans cette perspective comme cruciaux. L'importance du choix des mots, elle ne doit pas être sous-estimée, surtout quand on est dans un cercle de spécialistes du sujet. On a vu qu'il y avait une forte homologie ou ressemblance entre les principaux majorités de participants à ce colloque. Donc, je propose quelques réflexions là vers une pomme de terre sans phyto. Moi, j'aurais peut-être proposé vers une pomme de terre saine sans phyto. Cette formulation pourrait apparaître moins négative, voire moins punitive aux yeux de certains, et surtout, elle pourrait mettre en valeur le caractère plus attrayant du produit, en soulignant en positif l'importance de développer les résistances ou les tolérances génétiques aux bioagresseurs, ou en agissant directement sur les bioagresseurs eux-mêmes, en les maîtrisant, d'où le sens du mot biocontrôle. J'ai une autre réflexion qui va apparaître sur le vocabulaire aussi. Plantes, pommes de terre sans phyto. Bon, phyto, on pense, et ça a été exprimé, on l'a vu écrit, pesticides de synthèse chimique. Et la troisième cascade, c'est donc toxique pour la cible biologique et l'environnement. À l'opposé, je dirais, le biocontrôle, il apparaît naturel, souvent biosourcé, et donc lui, il est efficace sur sa cible et sans danger pour l'environnement. Pour ça, c'est une vision simpliste, je le reconnais, car il y a des contre-exemples dans chaque cas, hein, ça a été mentionné aussi, hein, il y a des toxiques biosourcés, et tout comme il y a des
molécules non rémanentes chimiques, d'origine chimique ou de synthèse. Mais force est de constater que cette vision est répandue dans l'esprit commun, et l'utilisation de mots qui sont mal définis, qui sont trop connotés ou au contenu trop implicite, ne participe peut-être pas à faciliter le dialogue entre les différents acteurs, qu'ils soient du monde scientifique, industriel ou représentants de la société civile ou des ONG, comme on a pu l'entendre au cours des dialogues entre ces acteurs. Je ferai la même remarque pour l'agroécologie. Plusieurs intervenants nous ont dit que la définition n'est pas stabilisée, et ça peut être aussi ici une source de malentendus. En tout cas, utiliser les mêmes concepts portés par les mêmes mots, pour moi, c'est un préalable pour pouvoir dialoguer de manière constructive. Et les spécialistes des sciences humaines sociales ou de la communication pourraient-ils être interrogés aussi sur ces aspects sémantiques. Ce carrefour a mis aussi en lumière l'apparition récente de nouveaux prescripteurs de R&D pour la transition agroécologique, que sont les centrales d'achat ou les distributeurs commerciaux. Ceci constitue aussi, je pense, un nouveau défi à relever pour les acteurs traditionnels de la recherche. Parmi mes interrogations plus personnelles, je ferai part que la non prise en compte de la discipline scientifique que constitue la toxicologie me chagrine un peu. Je rappelle la phrase de Paracels, toujours d'actualité, depuis le XVIe siècle. « Toutes les choses sont poison, et rien n'est sans poison. Seule la dose fait qu'une chose n'est pas poison. » Donc, prenez zéro pesticide, zéro résidu, zéro quoi que ce soit. Est-ce que finalement, ce n'est pas une course qui est dépourvue de sens, aussi bien biologique, médical qu'économique? Je vous laisse le point d'interrogation. Enfin, je voudrais vous parler d'une tribune récente qui est parue dans la presse cet été et qui était intitulée « Des temps nouveaux, des réponses nouvelles, une réglementation moderne du droit du génie génétique ». Alors, les auteurs de l'article souhaitent une évaluation du nouveau génie génétique, qui a été plusieurs fois évoqué dans les questions ou les présentations, selon 6 points. Alors, je ne vais pas faire une lecture exhaustive, j'ai choisi quelques morceaux, sans essayer de dénaturer leur texte. Le premier point, ils affirment ou ils constatent que les cycles toujours plus courts des graves conséquences du changement climatique nécessiteront une accélération des mesures d'adaptation dans l'agriculture, ce qui, selon toute probabilité, ne pourra être réalisé par les seules modifications de culture ou de sélection de semences. Le rythme actuel de l'innovation n'est plus suffisant pour sauver le climat et l'environnement. Sur un deuxième thème, ils font le constat que la création de nouvelles variétés de plantes ou leur perfectionnement a toujours joué un rôle décisif dans la réalisation des objectifs d'une agriculture innovante et durable. Les plantes qui résistent aux champignons peuvent entraîner une diminution de l'utilisation des fongicides. Les plantes qui produisent des rendements plus élevés peuvent sauver des terres et réduire les monocultures. Et si de nouvelles méthodes et pratiques telles que le CRISPR-Cas9 qui a été évoqué permettent d'atteindre plus facilement et plus rapidement ces objectifs, il existe donc une grande opportunité pour l'agriculture durable. Le nombre d'exemples de réussite en matière de génétique a considérablement augmenté ces dernières années. Nous avons maintenant besoin d'innovations à pas de géant pour sauver la planète. Les innovations de rupture comprennent également une attitude fondamentale d'ouverture à la technologie. Avec les technologies actuelles, nous progresserons trop lentement. Le troisième point, ils font constat, et ça a été évoqué, que le cadre juridique actuel des OGM contribue à une monopolisation et une concentration du marché. Ainsi, en Europe, par exemple, les instituts de recherche publics sont de facto incapables de rechercher et de reproduire des nouvelles espèces dans les conditions cadres actuelles. L'une des raisons, c'est que le processus de recherche implique nécessairement des essais en plein champ, ce qui n'a pas ou ne peut pas avoir lieu actuellement. Le quatrième point, ils font le constat, où ils affirment qu'il n'existe pas de bon ou de mauvais génie génétique. En tant que société, nous devons discuter et définir des domaines d'application en fonction des risques et des opportunités. Ils constatent, cinquième point, qu'entre 1985 et 2010, 130 projets de recherche ont été menés dans la seule Union européenne pour évaluer les risques du génie génétique dans l'agriculture. Ils sont parvenus à la conclusion que la biotechnologie, et les OGM en particulier, ne sont pas en soi plus risqués que, par exemple, les technologies conventionnelles de sélection de cultures.
Et sur le 6e point, ils font le constat qu'il ne suffit pas de qualifier une technologie de plus naturelle ou de plus sûre si cela ne peut être étayé par des faits concrets. Le génie génétique a connu des changements fondamentaux au cours des 10 dernières années. Voilà. Et en guise de conclusion, ils disent « Si nous ne nous engageons pas de manière constructive dans le discours sur une nouvelle approche du génie génétique, l'avenir sera discuté sans nous, en Europe et au-delà. L'Europe est déjà loin derrière les États-Unis et la Chine en matière de recherche dans certains domaines. Dans notre pays et en Europe, nous ne sommes pas sur une île. » Voilà un extrait de leur tribune. Donc je vous laisse deviner qui sont les auteurs de cette prise de position. Je ne ferai pas le sondage puisqu'il n'est pas prévu par les organisateurs, mais je vous propose solution A, des semenciers, solution B, un réseau de scientifiques, C, autres. Bon, on va aller assez vite. Eh bien, la réponse, c'est C. C'est un manifeste de 23 responsables du parti écologiste allemand, les Verts. Alors cette prise de position, elle fait partie, à mon avis, des signaux faibles, mais qui sont déjà significatifs à prendre en considération, en particulier dans le cadre des négociations qui nous ont été mentionnées par la représentation de la DGAL et du CNIS au niveau de l'Union européenne sur la nouvelle étude du statut juridique des NBT. Un autre signal récent, c'est l'attribution du prix Nobel de chimie à 2 chercheurs, dont celle de nationalité française Emmanuel Charpentier, pour la mise au point du système quasi universel CRISPR, dit des ciseaux génétiques. Parmi les applications mises en avant, il y a celle de soigner les gènes des personnes malades. Pourtant, on ne parle pas dans ce cas de PGM, des personnes génétiquement modifiées. Et les premières personnes soignées par thérapie génique, par exemple celles soignées pour la bêta-thalassémie récemment, ne vous diront certainement pas que c'est une technique à bannir. Alors, pourquoi ne pourrait-on pas soigner les gènes des pommes de terre sensibles aux attaques de bioagresseurs? Qui plus est, je pense que la multiplication végétative de la pomme de terre diminue, voire annihile tout risque éventuel de dissémination via des gamètes. En conclusion, je dirais qu'au crépuscule de mon activité professionnelle, je garde l'espoir que l'activité humaine saura toujours trouver des solutions aux problèmes inhérents au monde du vivant. Au nom du Conseil scientifique et technique de la FN3PT et INNOV3PT, j'adresse tous mes encouragements à poursuivre la dynamique partenariale de l'UMT Innoplan 2 et à continuer à nous présenter des beaux projets concrets de R&D pour réussir, comme l'a souligné le CTPS, à produire des plants de pommes de terre au service d'une alimentation saine, sûre et durable, adaptée à une transition agroécologique.